Bienvenue au Parlement européen à Bruxelles, dans la capitale européenne. On a assisté en spectateur à la rencontre et aux négociations entre les présidents américains Donald Trump et chinois Xi Jinping. Ils se sont mis d'accord sur un deal qui éloigne la perspective d'une guerre commerciale. Mais ça n'est pas nécessairement totalement favorable aux Européens. Alors que nous sommes son premier partenaire commercial, la Chine ne partage pas nos analyses géopolitiques. Elle soutient la Russie contre l'Ukraine, détournant même les sanctions pétrolières contre la Russie. Elle tente aussi de séduire l'Afrique et l'Amérique latine, ainsi que certains pays européens, aux dépens de l'Union européenne en tant que telle. Mais Pékin est même allé plus loin en menaçant directement nos économies en annonçant début octobre qu'elle durcissait le ton sur les terres rares, ces métaux indispensables à nos industries. Dans ces conditions, l'Union européenne a accueilli avec un ouf de soulagement la levée de ces restrictions à l'issue de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, espérant aussi en bénéficier. Globalement, nos économies subissent l'afflux massif des produits chinois et un dumping intensif. Sûr de sa force, Pékin ouvre même la porte à un accord de libre-échange avec les Européens. Alors l'UE a-t-elle encore les moyens de reprendre son indépendance vis-à-vis de la Chine? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sandro Gozzi. Bonjour. Bonjour. Eurodéputé d'origine italienne, élu en France sous l'étiquette macroniste Renew. Et puis vous êtes en face de votre collègue, elle aussi eurodéputée belge, Estelle Keulemans, pour les socialistes. Écoutons tout de suite l'homme qui dit avoir sauvé l'Europe de la pénurie des terres rares. Cette rencontre a été un grand succès. Tout le problème des terres rares a été réglé. Et ça vaut pour le monde entier. Cet obstacle avec la Chine a maintenant disparu. Il n'y a plus aucun obstacle. Il s'agit d'un accord d'1 an et nous le prolongerons après 1 an. Cet accord, je pense, sera très régulièrement prolongé au fil du temps. Sandro Gozzi, c'est Donald Trump qui négocie pour nous un délai de grâce d'1 an pour accéder aux terres rares. C'est un peu humiliant quand même, non ? Les États-Unis se trompent avec la Chine depuis l'époque de Nixon. Ils avaient ouvert une première fois politiquement avec Nixon et Kissinger en pensant que la Chine aurait pu être un allié contre l'URSS. Ils ont ouvert leur marché et notre marché, l'accès à l'Organisation mondiale du commerce avec Clinton en pensant qu'ils allaient évoluer vers la démocratie. Et Trump s'est déjà trompé une fois il y a quelques années quand il a fait un premier accord avec la Chine. Donc je ne crois pas qu'il faut suivre nécessairement les États-Unis dans leur mauvaise analyse avec la Chine. Il est clair que la Chine, pour nous, c'est un partenaire indispensable, mais c'est aussi un rival systémique. Et nous devons utiliser les instruments dont nous nous sommes dotés pour avoir un commerce équitable et surtout protecteur de nos intérêts avec Pékin, que nous décidons, pas qu'il soit décidé par les présidents des États-Unis. Estelle Keulemans, on a vu le commissaire européen au commerce se féliciter de cet accord et même en faire l'exégèse pour rassurer les Européens et dire qu'ils étaient bien, selon lui, concernés par ce que Trump avait obtenu. Il faut se réjouir ou pleurer de notre impuissance? Alors, de un, je suis heureuse d'entendre les déclarations, effectivement, de notre commissaire, M. Séjourné, parce que moi, je n'ai pas du tout la garantie que cet accord va concerner l'Europe. Or, comme vous l'avez dit, l'accès à ces terres rares est un enjeu essentiel pour pouvoir développer aussi des technologies propres et des technologies digitales ici au niveau européen pour créer de l'emploi, pour avoir ce qu'on a appelé d'ailleurs l'enjeu dont on s'est vraiment rendu compte au moment du Covid, c'était cette autonomie stratégique dont nous avons besoin aussi pour être des partenaires à part entière, tant des États-Unis que de la Chine sur le plan commercial. Donc moi je ne suis pas du tout rassurée parce qu'on sait qu'on est extrêmement dépendant de la Chine par rapport à l'importation de ces terres rares, parce que je pense que pour l'Europe, nous en introduisons, en tout cas nous sommes les principaux consommateurs au niveau de la Chine, 99% en tout cas de ces terres rares viennent de Chine pour nous. Voilà, donc on voit monsieur Trump une fois de plus parader, avoir un accord à la hussarde, c'est sa manière de faire, mais moi je ne suis pas rassurée du tout. Mais alors c'est quand même assez paradoxal, on veut notre autonomie stratégique sur la défense par exemple, et il se trouve qu'on a besoin précisément des terres rares dont la Chine contrôle 60% de l'extraction, 90% du raffinage, 94% de la production d'aimants permanents. Donc pour notre industrie, en fait, et pour qu'elle soit plus autonome, on dépend quand même beaucoup trop de la Chine. Oui, les mots terres rares induisent à des malentendus, parce qu'elles ne sont pas rares.
et tout simplement, il faut commencer à les extraire ou à les importer d'autres parties du monde par rapport avec la Chine. Avec l'acte sur les minerais critiques et les terres rares, les Critical Raw Material Act de 2024, sur lequel Thierry Breton avait beaucoup travaillé, on a décidé d'avoir un minimum de 10% des terres rares extraites en Europe et de diversifier à travers des nouveaux accords commerciaux, de nouveaux pactes, l'importation des terres rares des pays autres que la Chine. C'est ça la voie pour arriver à cette autonomie stratégique que nous voulons et qu'elle doit être suivie par des faits concrets. L'autonomie stratégique doit être une indépendance réelle. On vous avait parlé de cette première initiative de la Commission, mais Ursula von der Leyen a fait de nouvelles annonces. Il y a quelques jours, la présidente de la Commission européenne qui annonce un nouveau plan. Donc, est-ce que le premier était vraiment efficace pour sortir l'UE de cette dépendance? On l'écoute. Plus de 90% de notre consommation d'aimants composés de terres rares vient de Chine. Notre réponse doit être à la hauteur des risques auxquels nous faisons face dans ce secteur. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que nous travaillons sur un nouveau plan baptisé Resource EU. Le but est de sécuriser l'accès à des sources alternatives pour les terres rares dans le court, le moyen et le long terme pour nos industries. Alors Sandro Gozzi, l'Union européenne a la capacité de retrouver cette indépendance pour vous? Oui, notamment au niveau commercial. Je crois qu'au niveau commercial, ce sont des défis difficiles, mais au niveau commercial, ça devrait être moins difficile et ça devrait aller plus vite que dans le domaine de la défense et de la sécurité. Nous avons une politique commerciale qui est compétence exclusive de l'Union européenne, donc nous pouvons parler d'une seule voix dans le domaine commercial. Nous avons les marchés les plus attractifs du monde et donc ce sont deux outils et deux atouts que nous devons pleinement exploiter pour faire ce que la présidente de la Commission européenne justement a indiqué, différencier. Parce que vous savez, aujourd'hui, on se retrouve vis-à-vis des terres rares et la Chine dans la situation dans laquelle certains pays européens s'est trouvé pour les gaz russes avant la guerre en Ukraine. Et une dépendance qui était une erreur stratégique fondamentale. On a réussi à devenir un peu plus indépendant de la Russie dans le gaz. Nous devons faire exactement la même chose sur les terres rares vis-à-vis de la Chine. Mais sur le volet commercial, Estelle Coelmans, c'est plutôt une invasion de produits chinois pour l'instant à laquelle on assiste. Le déficit commercial ne cesse de se creuser entre l'UE et la Chine, 300 milliards d'euros l'an passé. Les exportations chinoises sont de plus en plus nombreuses, du fait aussi des négociations avec Trump, du fait que le marché américain se soit fermé. C'est un afflux massif et un dumping dramatique pour les emplois européens. Alors avant de répondre à votre question, je vais quand même me permettre de revenir sur la question et de l'enjeu des terres rares. Il y a peut-être aussi un enjeu intra-européen, outre l'extraction, dont on sait évidemment qu'elle sera problématique au niveau environnemental. Il y a la question du recyclage et de l'économie circulaire. C'est peut-être le premier enjeu et puis qui d'ailleurs va créer de l'emploi au niveau européen. Donc d'abord, recyclons les métaux, les terres rares ici au niveau européen avant d'aller en chercher ailleurs. Alors, sur le commerce et l'emploi. Sur le commerce, oui, évidemment, c'est depuis le début des années 2000, on se dit avec notre approche de consommation, c'est bien, tout ce qui vient de la Chine se fait à bas coût. Pour le consommateur, c'est une bonne chose et on constate aujourd'hui, malheureusement, que ça non seulement déstabilise au niveau macroéconomique, mais au niveau microéconomique, toutes nos économies. Alors au niveau macroéconomique, par exemple, commençons par l'acier. On sait qu'évidemment, l'acier chinois, d'ailleurs bénéficiant d'aides d'État énormes en Chine, a déferlé ici, a détruit des centaines, en tout cas 100 000 emplois entre 2008 et 2023 au niveau européen. On le voit par rapport, on en parlera peut-être tout à l'heure, par rapport à l'habillement, on le voit par rapport aux technologies. Et donc, non seulement au niveau macroéconomique, il y a vraiment des déséquilibres très importants, et puis comme vous le dites, au niveau microéconomique, puisque de plus en plus, chacun d'entre nous, derrière son ordinateur ou sa tablette, consomme à bas prix, fait venir du e-commerce et on voit effectivement une déferlante de produits qui, par ailleurs, non seulement sont produits sans respect de normes sociales, environnementales, des droits humains en Chine en particulier, mais qui en plus ici ne respectent pas souvent les normes
européenne en matière de sécurité. Alors en France, c'est le feuilleton de la plateforme Shein, la fast fashion chinoise. Le gouvernement a suspendu cette plateforme après la découverte de la vente de poupées pédopornographiques sur son site. Et alors qu'elle s'installe au cœur de Paris, dans le très prestigieux BHV, elle installe un premier magasin européen. La plateforme a donc suspendu temporairement ses vendeurs tiers. La France qui veut aussi taxer les petits colis, peut-être à hauteur de 2 € par petit colis. Est-ce que l'Europe a peur, en ce qui la concerne, de s'en prendre à la Chine ? Je ne crois pas qu'on ait peur de la Chine. Je crois qu'on a été naïf avec la Chine. Ce n'est pas une question de peur. C'est une question du fait qu'on a pensé que naturellement, en faisant du commerce avec la Chine aurait évolué, aurait respecté de plus en plus nos règles, aurait même évolué du point de vue du système démocratique. C'était l'illusion qui a accompagné l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons maintenant les instruments, tout d'abord. Finalement, on a introduit un mot et un instrument qui s'appelle réciprocité. J'étais un des premiers, quand j'étais au gouvernement, à soulever cette question de réciprocité. C'était un mot interdit à l'époque avec la Commission européenne. Maintenant, on a des instruments pour rééquilibrer les relations commerciales quand elles se font en violation de nos standards, de nos règles sociales, de nos règles environnementales, de nos règles de sécurité des produits. Nous devons les appliquer. Sur la question des Chines et les poupées pédopornographiques, il y a des lois pénales en France qu'on doit appliquer et on doit les faire très rapidement. Donc maintenant, il s'agit d'être moins naïf et d'utiliser les instruments anti-coercition, anti-dumping que nous avons pour rééquilibrer la relation avec les Chinois. Et celle que c'est au niveau européen sur cette affaire Chine, est-ce qu'on a des outils aussi pour contrer cette offensive et des pratiques en partie illégales ? Donc c'est effectivement fou qu'on assiste aujourd'hui les bras grands ouverts à l'ouverture d'un magasin de la part d'un opérateur qui effectivement est en contradiction avec toutes nos valeurs européennes et même en contravention par rapport à nos réglementations européennes. C'est quand même effectivement relativement hallucinant. Et donc quels sont les outils ? C'est évidemment au niveau européen qu'on doit pouvoir lutter contre la fast fashion, comme on appelle ça, et donc réguler tout ça. Pour le moment, la seule bonne expérience est en France où il y a un projet de loi pour réguler cette fast fashion parce que Chine, on le sait, donc non seulement inonde l'Europe de produits qui, comme on l'a dit, ne respectent pas la sécurité, mais ne respectent pas non plus la question des droits humains et des droits sociaux. La taxe sur les petits colis, vous êtes pour, par exemple ? Eh bien, je pense qu'on doit effectivement y réfléchir d'une manière ou d'une autre. Il faudra à un moment donné que chacun joue dans le même jeu et dans le même espace de jeu. Le problème, c'est qu'effectivement, eux, non seulement ne respectent pas les aspects démocratiques, ne respectent pas les droits humains, ne respectent pas... donc, on recourt au travail forcé. Il faut savoir qu'en Chine, ces produits sont produits avec des travailleurs et des travailleuses qui travaillent 18 heures par jour, 6 à 7 jours par semaine, peu payés. Il y a même du travail forcé. C'est aussi une des raisons, c'est un des gros enjeux. Nous aurons la semaine prochaine d'ailleurs un vote ici au sein de ce Parlement européen sur ce qu'on appelle le devoir de vigilance. Ça a l'air très abstrait, mais c'est justement faire en sorte que des opérateurs présents ici, Chine d'ailleurs aujourd'hui en France, respectent les droits humains, les droits sociaux et les droits environnementaux, pas de travail forcé, pas de travail des enfants, tout au long de la chaîne de sous-traitance. Et c'est malheureusement à ça que l'Europe est en train de se résigner aujourd'hui et de supprimer. Alors, les deux présidents chinois et américains, Sandro Gozi, ont parlé aussi, au-delà de l'économie, du dossier ukrainien, en l'absence des Européens, les Chinois qui ne soutiennent pas l'Ukraine et qui même soutiennent la Russie, en plus achètent peu cher leur pétrole. Comment est-ce qu'on espère un jour les rallier à notre vision ? Les Chinois sont des alliés de Poutine et de la Russie. Et ils sont des alliés de la Russie parce que, comme nous, ils voient à moyen terme la faiblesse croissante des Russes. Et ils pensent de pouvoir transformer la Russie dans un des sujets de la sphère d'influence chinoise. Donc ça, c'est clairement la stratégie chinoise. C'est incompréhensible, par contre, la stratégie de Donald Trump. Parce que Donald Trump, il pense que la Chine, il est obsédé, à Washington, ils sont obsédés par la compétition avec la Chine. Ils ont raison. La Chine est en danger. Mais je ne crois pas pourquoi, pour aborder la compétition avec la Chine, ils ont commencé par taper sur leurs alliés historiques, nous les Européens. Ils auraient dû faire exactement le contraire. Mais ça s'explique. Je dis que c'est incompréhensible, mais ça s'explique. Nous sommes, l'Union européenne, un obstacle
dans l'application de la stratégie impériale de Trump. Trump veut réorganiser le monde autour des logiques impériales, ce qui convient parfaitement à Poutine, ce qui convient parfaitement aux Chinois qui ont un esprit de dominateur. Et l'Union européenne, qui est la forme de multilatéralisme plus avancée, plus démocratique, est un obstacle dans cette stratégie. C'est pour cela que Trump essaye de négocier sur l'Ukraine avec les Russes sans nous, de négocier sur l'Ukraine avec les Chinois sans nous. Et c'est pour cela que nous devons nous doter de cette puissance aussi militaire européenne pour compter, pour peser sur les nouveaux grands enjeux globaux. Estelle Clemence, un mot de la fin sur cette annonce mardi 4 novembre par la voix de son ministre des Affaires étrangères. La Chine s'est déclarée prête à négocier et signer un accord de libre-échange avec l'UE. C'est réaliste? L'Europe y serait nécessairement perdante? Alors si effectivement on négocie pour le moment avec un pays comme la Chine un accord de libre-échange, et on le voit à quelles conditions, sur les aspects socio-environnementaux, je pense que nous sommes effectivement perdants et c'est extrêmement dangereux. Et ce qui a été dit tout à l'heure, on est très clair. Non seulement effectivement Trump a des tendances impérialistes, mais il n'y a pas que Trump. La Chine l'est aussi. Il suffit de voir aussi sa politique et son attitude dans des pays pour avoir accès notamment aux métaux rares comme l'Afrique. Il suffit de voir aussi comment, sur par exemple la production de fibres optiques, qui est essentielle aussi pour nos technologies, il s'implante en Égypte pour avoir des droits de douane moins importants pour exporter vers l'Europe. Et donc voilà, ce sera effectivement très très dangereux et à nouveau très très naïf de conclure un tel accord avec la Chine. Perdant forcément si on négocie avec la Chine? Ça dépend de nous, ça dépend de notre volonté. Certes, si on négocie avec la Chine comme nous avons négocié avec les États-Unis en Écosse, il vaut mieux ne pas commencer à négocier. Merci à tous les deux d'avoir très bien illustré justement les paradoxes de nos relations avec la Chine. Merci à vous, merci Caroline et bonne suite de programme sur nos chaînes.